Bienvenue à tous, c'est Info Soir. Voici les titres de ce jeudi. L'enseignement en présentiel pour les familles qui ont opté pour ce mode reprendra le 5 octobre à Casablanca. Le communiqué du gouvernement qui a été publié en fin d'après-midi annonce également le prolongement des mesures restrictives anti-Covid dans la métropole pour 14 jours. Nous ferons ensuite un point sur la situation épidémiologique avec les chiffres de ces dernières 24 heures. 2391 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés et 1421 guérisons annoncées. Le nombre de décès à déplorer est de 35. C'est une polémique qui fait rage, une liste dévoilée par le ministère de la Culture qui comporte les noms des bénéficiaires du programme exceptionnel de soutien destiné au domaine artistique, un document qui a suscité plusieurs réactions. Les détails dans ce journal. Comment assurer le suivi pédagogique des élèves à distance? C'est justement le défi que doivent également relever les établissements de musique et de danse, une nouvelle manière de travailler aussi bien pour les élèves que les enseignants. Vous en saurez plus dans la chronique de Sen Habs. Madame, Monsieur, bonsoir. En ouverture de cette édition, cette annonce qui concerne particulièrement les parents et les élèves. L'enseignement en présentiel pour les familles qui ont opté pour ce mode reprendra le 5 octobre à Casablanca. Les écoles et établissements de formation pourront rouvrir leurs portes à compter de lundi prochain. Le communiqué du gouvernement qui a été publié en fin d'après-midi annonce également le prolongement des mesures restrictives anti-Covid dans la métropole pour 14 jours à partir de lundi prochain. Aussi, la reprise des études se fera dans le respect des mesures préventives décidées et en veillant au suivi continu de la situation sanitaire dans l'ensemble de ces établissements et à la prise des mesures nécessaires selon l'évolution de la situation épidémiologique. Et l'heure de la rentrée universitaire a également sonné pour les étudiants de l'université El Akhawayn à Ifrane, une reprise soumise à plusieurs conditions. Tout le campus universitaire doit se plier au protocole sanitaire en vigueur. La fréquentation estudiantine a aussi été limitée cette année à travers l'adoption de l'enseignement à distance pour les étudiants de 2e et 3e année. Reportage Sarah Jabri et Driss Kour. À l'entrée de l'établissement, une caméra thermique vous accueille. Elle permet sans contact de mesurer en toute rapidité la température corporelle et de détecter une éventuelle fièvre. C'est l'une des mesures instaurées par l'université Al Akhawayn pour garantir la sécurité sanitaire de ses étudiants et encadrants. Binnas, il est toujours en train de mettre juste pour respecter les gestes barrières. Les professeurs qui déroulent le cours d'une façon à synchroniser l'expérience en ligne face à face. Accompagner la rentrée 2020, qui est une rentrée un peu spéciale. Donc nous avons mis en place un système de contrôle de qualité qui nous permet de suivre en temps réel en fait le niveau d'engagement des étudiants, que ce soit les étudiants en présentiel ou alors les étudiants en remote. Seuls les étudiants de première et quatrième année ont été appelés à rejoindre l'enceinte universitaire après avoir présenté un test PCR négatif. Les autres suivent leurs cours en ligne pour réduire la fréquentation estudiantine et respecter la distanciation physique dans le campus. Nous avons mis en place un système de contrôle pour garantir le respect scrupuleux des mesures préventives mises en place. Notre objectif est que cette année universitaire se déroule dans les meilleures conditions. Environ 1200 étudiants sont accueillis actuellement sur le campus universitaire. Et pour près de 1100, l'enseignement se déroule à distance. La désinfection quotidienne des locaux est également de rigueur. Autant de mesures pour que cette rentrée universitaire exceptionnelle rime avec sécurité sanitaire. Des mesures dictées par la situation épidémiologique. Et arrêtons-nous à ce propos sur les derniers chiffres de ces dernières 24 heures. 2391 nouveaux cas d'infection au Covid-19 ont été enregistrés. 1421 guérisons annoncées. Le nombre de décès est passé quant à lui à 2229 avec 35 nouveaux cas déclarés. Le point avec Amina Mkhar.
En l'espace de 24 heures, le Maroc a enregistré 2391 nouveaux cas d'infection au coronavirus. Ces cas se répartissent ainsi. Casablanca Stade toujours en tête avec 1250 personnes testées positives. Rabat, Salé, Kenitra loin derrière en deuxième position avec 228 nouveaux patients. 219 à Marrakech Safi, 140 à Draat Safilalt, 135 à Souss-Massa, 105 personnes dans la région de l'Oriental, 92 à Tanger Tétouan al-Husseima, 86 à Bni Mellal al-Khnifra, 62 à Fez Meknas, 31 personnes à Gelmi Mouadnoun, 25 à Laayoun Saqi al-Hamra et 18 à Dakhla Ouad Dahab. Le bilan total des cas confirmés depuis le début de la pandémie passe ainsi à 126 044. Quant au nombre de guérisons depuis hier, il s'élève à 1421, ce qui porte à 104 136 celui des personnes totalement rétablies, soit un taux de guérison de 82,6%. Mais la vigilance reste de mise car 35 nouveaux décès ont été recensés en 24 heures. Le bilan total des personnes qui ont succombé au virus passe donc à 2229, ce qui correspond à un taux de létalité de 1,8%. Le ministère de la Santé révèle enfin que le Maroc compte 19 679 cas actifs, dont 437 dans un état critique. Parmi ces patients, 54 sont placés sous intubation. Un mot à présent sur ce nouvel assouplissement pour les voyageurs à destination du Maroc. Sachez que le délai exigé pour le test PCR est porté désormais de 48 à 72 heures et la nécessité de fournir un test sérologique a quant à elle été supprimée. Les enfants âgés de moins de 11 ans restent toujours exemptés du test. L'annonce a été faite via les sites web du ministère du Tourisme et celui de l'Office national marocain du tourisme. C'est l'une des régions les moins touchées par la Covid-19, celle de l'Aïoun Saqi al-Hamra, qui totalise 1605 cas depuis le début de la pandémie, dont 25 nouvelles contaminations aujourd'hui. Des contaminations qui semblent largement épargner la ville de Boujdour, qui se distingue par une activité industrielle et de pêche maritime ininterrompue ces derniers mois. Mais l'heure n'est pas au relâchement. Des campagnes de sensibilisation sont régulièrement organisées. C'est un reportage de Youssef Wissou sur un récit de Hind Blakneby. Elles sont au cœur de l'activité économique de la ville de Boujdour, les travailleuses des usines de conditionnement de poissons. Dans cette unité industrielle, aucun cas de Covid-19 n'a été enregistré depuis le début de la pandémie et l'activité n'a connu aucune interruption. Et pour cause, les opérations de sensibilisation à l'importance de respecter les mesures sanitaires se multiplient au sein de l'usine. Les employés sont sensibilisés à l'importance de prendre leurs précautions pour ne pas vivre la même situation que d'autres usines dans le royaume qui ont dû fermer leurs portes. Les mesures prises au sein de l'usine ont permis à l'activité de se maintenir, à l'inverse d'autres villes qui ont vu leurs usines fermées. Cette campagne de sensibilisation menée par le Croissant Rouge a également concerné les marins pêcheurs de la ville. Ils sont plus de 4000 à vivre de cette activité cruciale pour la survie économique de la région. Cette maladie est dangereuse, alors on prend nos précautions, on respecte les distances de sécurité, on porte des masques et on utilise du désinfectant. La majorité de la population active à Boujdour travaille dans la pêche maritime ou dans les usines de conditionnement de poissons. C'est pour cela que nous avons insisté sur l'importance de se protéger de la maladie, car si leur travail est interrompu, ils n'auront plus de revenus. Les écoles sont également un centre névralgique pour limiter la propagation du virus au sein de la population. Sensibiliser les plus jeunes et leur apprendre les mesures barrières, c'est aussi protéger les membres de leur famille. Le coronavirus qui continue sa progression dans le monde. En l'espace de 24 heures, 6 000 décès ont été annoncés et plus de 300 000 nouveaux cas ont été répertoriés. La pandémie touche également les économies, même les plus puissantes. Les compagnies aériennes American Airlines et United Airlines ont annoncé le licenciement de milliers de salariés. Les détails dans ce récit de Mamadou Diaye. Le secteur aérien aux États-Unis fortement touché par la pandémie de Covid-19. Une vague de suppression d'emplois est annoncée par United Airlines. La compagnie prévoit le licenciement de 13 000 salariés.
De son côté, American Airlines compte envoyer au chômage technique 19 000 employés. Ces pertes d'emplois peuvent toutefois être évitées si démocrates et républicains s'entendent sur un nouveau plan de soutien au secteur. En soutien, les pays en situation économique précaire en auront également besoin pour avoir accès aux traitements anti-Covid. Un appel du secrétaire général de l'ONU à l'endroit des pays riches. Il est dans l'intérêt national et économique de chaque pays de travailler ensemble, d'élargir massivement l'accès aux tests et aux traitements et de soutenir le vaccin en tant que bien public mondial. 3 milliards de dollars sur 38, c'est le montant reçu par le dispositif mis en place par l'Organisation mondiale de la santé pour assurer un accès universel au traitement. L'enveloppe devrait permettre à l'OMS de se doter de 2 milliards de doses de vaccins ainsi que d'autres traitements et tests d'ici à la fin de l'année 2021. Avec plus de 6 000 décès et plus de 300 000 nouvelles infections en 24 heures, la progression de la pandémie dans le monde ne faiblit pas. Depuis l'apparition du virus il y a 9 mois, plus de 34 millions de personnes ont été testées positives et plus d'1 million de personnes y ont déjà laissé la vie. Les tensions en Méditerranée entre la Turquie et 2 États européens, Grèce et Chypre, au menu du sommet extraordinaire de l'Union européenne consacré aux relations internationales qui s'est ouvert aujourd'hui. La Turquie est un voisin avec qui l'UE entretient une relation tumultueuse. L'épisode estival en Méditerranée orientale est le dernier exemple en date. Le président Recep Tayyip Erdogan a mené cet été des explorations gazières dans la zone maritime de la Grèce. L'opération a provoqué la colère d'Athènes après avoir frôlé la confrontation militaire. Turcs et Grecs jouent actuellement la carte de l'apaisement. C'est une première dans l'histoire politique de la Belgique. 2 belgo-marocaines intègrent le nouveau gouvernement belge dirigé par le libéral flamand Alexander De Croo. Il s'agit de Zeki Yartabi, nommé ministre de l'Environnement et du Climat, et de Meryem Kitir, qui occupe le portefeuille de la coopération au développement et à la politique de la ville. Les 2 jeunes femmes sont respectivement originaires de Tétouan et de Ouarzazate. Le gouvernement De Croo a prêté serment ce jeudi devant le roi des Belges. À l'initiative des Nations Unies, la communauté internationale célèbre ce jeudi la Journée internationale des personnes âgées qui a pour objectif de mettre l'accent sur les défis qu'entraîne l'accroissement de la durée de vie et d'honorer les contributions que les personnes âgées apportent à la société. Au Maroc, la population de personnes âgées atteint un peu plus de 4 millions. Retour à l'actualité nationale avec un constat, les start-up face à la crise du Covid-19. Toutes les jeunes pousses technologiques ne sont pas touchées de la même manière par la pandémie. Certaines ont vu leur capacité d'innovation catalysée par le contexte actuel. D'autres, au contraire, sont fragilisées. Exemple d'une start-up qui a su s'adapter aux défis actuels avec ce reportage de Oussama Bkali et Ahmed Amerbouh. Designer et architecte, Jalal a cofondé une start-up avec une équipe d'amis issus de différentes formations et de différentes villes du royaume. Créée en février dernier, à quelques semaines de l'apparition du premier cas de coronavirus au Maroc, cette jeune entreprise de communication et d'événementiel a dû faire face à de nombreuses difficultés imposées par la pandémie. Lors de notre création, nous avons dû faire face à plusieurs contraintes engendrées par la crise pandémique, notamment la réunion de nos membres d'équipe, les procédures administratives et la prospection de nos clients potentiels. Mais alhamdoulilah, nous avons pu faire face à ces difficultés grâce à notre cohésion d'équipe en nous réunissant sur des plateformes digitales et également la digitalisation des services administratifs qui nous a facilité les tâches. Digitalisation des services, réunions virtuelles et prospection en ligne, autant de solutions qui ont permis à ce projet non seulement de survivre, mais surtout de profiter de l'élan permis par cette crise. Dans cet incubateur, Mehdi Alaoui, qui accueille de nombreuses startups, explique ce qui fait la différence. La solution, c'est de se réinventer et d'être agile et flexible par rapport à la situation. Donc ceux qui sont agiles vont s'en sortir et ceux qui vont stick dans ce qu'ils font déjà et qui ne veulent pas bouger, malheureusement, ils vont périr. Va gagner une course. S'il va sans dire que certains secteurs se sont vus plus impactés que d'autres, la volonté, le potentiel et la créativité des entrepreneurs marocains ne faiblit pas. La réussite
elle, ne dépend que de la force d'adaptation. C'est une polémique qui fait rage depuis quelques jours. Une liste dévoilée par le ministère de la Culture qui comporte les noms des bénéficiaires du programme exceptionnel de soutien destiné au domaine artistique au titre de l'année 2020. Un document qui a suscité diverses réactions, dont celle de certains acteurs du domaine artistique qui ont annoncé renoncer aux subventions qui leur ont été octroyées. Si certains syndicats dénoncent une aide non équitable, le ministère de tutelle souligne que ces subventions visent à pallier aux coûts très durs portés par la pandémie à l'activité culturelle dans le royaume. Reportage Hassan Lohmadi, le récit est de Oussama Bqali. Depuis sa publication il y a quelques jours, la liste des artistes ayant reçu une subvention du ministère de la Culture fait polémique. Certains artistes se sont même vus exclus des subventions malgré avoir rempli les conditions préalables. Casa Folklore témoigne. Pour bénéficier de la subvention, les prérequis étaient de postuler avec 2 ou 4 chansons. Sur un délai restreint, toute activité interrompue et sans budget, nous avons emprunté de quoi produire des chansons. Parmi les bénéficiaires, il y avait un jeune de 14 ans ayant reçu 80 000 dirhams. Nous sommes une entreprise avec des charges et n'avons rien reçu. Pourquoi ? J'ai candidaté avec un projet rassemblant une équipe de 10 personnes, composée de musiciens, de compositeurs et d'artistes. Nous nous sommes déplacés à un studio à Agadir pour enregistrer. On s'attendait à ce que cette subvention soit particulière, avant de découvrir que la majorité des artistes de la région Marrakech-Asfi n'avaient pas reçu d'aide. Comment ? La question se pose. Pour mieux comprendre la situation, Abdelali El-Raoui, artiste bénéficiaire, a accepté de répondre aux questions posées par ses confrères. Pourquoi certains chanteurs et pas d'autres ? Il faut savoir que cette subvention n'est pas attribuée aux seuls chanteurs-interprètes, mais également aux producteurs, aux compositeurs, à l'auteur, aux musiciens et même aux studios. En réponse à la polémique, Othman Ferdaous, ministre de la Culture, a publié un communiqué via les réseaux sociaux expliquant en détail le cahier de charges demandé, la procédure de sélection ainsi que les résultats de l'appel à projets concernant cette subvention exceptionnelle. En un an, le nombre de candidats et de projets subventionnés a presque triplé. L'enveloppe de subvention a également augmenté de près de 30% par rapport à l'année dernière et 80% des artistes subventionnés cette année ne l'ont pas été en 2019. Pris de court par le délai, ne possédant pas de budget ou parfois de carte professionnelle, les artistes n'ayant pas obtenu de subvention patientent en attendant le retour à la scène. On reste dans le domaine artistique avec, comme tous les jeudis, la chronique de Samia Halissi. Samia, bonsoir. Alors, bonsoir, vous nous présentez ce soir votre coup de cœur de la semaine, une artiste à la fois talentueuse et créative. Alors, c'est une jeune artiste d'une fraîcheur incroyable, Ihsen, avec une véritable sensibilité artistique. Anbar El-Mokri est tombée dans la peinture quand elle était petite, comme on dit. Sa mère, Rizlan Shraibi, est également artiste et écrivain. Et donc, elle peint depuis qu'elle sait marcher. Son univers est coloré, comme la vie et comme la nature. Une peinture abstraite où ou plutôt moi, je devine des feuilles, des fleurs et même des rayons de soleil. Et depuis la pandémie, Anbar peint sur des pots qu'elle achète aux artisans potiers, une idée qu'elle a trouvée pour les soutenir en cette période difficile. Elle nous a ouvert les portes de son atelier. Je vous invite à découvrir son univers sur ces images de Younes Habchaoui, Hind Benadinbi pour le récit. L'univers de Anbar El-Mokri respire la vie et les couleurs. Artiste depuis sa plus tendre enfance, elle exprime ses émotions les plus profondes sur la toile. Mais depuis quelques mois, Anbar a adopté un nouveau support artistique. Vers la fin du confinement, je suis allée à Marrakech. J'ai fait un tour aussi vers l'Oulja à Rabat. Et je me suis rendu compte que l'activité de tous ces artisans était en pause. C'était un peu des endroits fantômes. Ça m'a vraiment touchée et j'ai décidé d'essayer à mon échelle de valoriser un peu leur travail. Donc j'ai acheté des pots, j'ai acheté plein de pots et je me suis dit que j'allais peindre dessus. Et c'était une super expérience pour moi déjà de changer de format, parce que c'est pas la même chose de peindre en 3D et sur du plat.
L'artiste continue donc à travailler en collaboration avec les potiers en leur commandant divers modèles, des vases de différentes dimensions qu'elle personnalise au gré de ses inspirations et qu'elle expose sur son compte Instagram. Son atelier est également toujours ouvert aux visiteurs pour des moments de partage. Aujourd'hui, elle reçoit Driss Ben Wahoud, jeune et talentueux pop et street artiste. Anbar, je l'ai rencontré à travers les réseaux sociaux et j'avais adoré ses travaux. Et je suis rentré en contact avec elle et ça me rappelle énormément Gustav Klimt, le fond qu'elle travaille. C'est un mélange avec la nature que j'adore. Et mon grand coup de cœur a été la poterie. Là, je trouvais ça exceptionnel à mettre dans un jardin ou dans un salon. Nous retrouvons Anbar à la galerie Théma, l'espace où elle expose actuellement. Ses dernières toiles arborent pour la première fois un fond noir d'ébène. J'ai introduit le noir dans ma palette très dernièrement, par tâtonnement en fait. Et j'ai remarqué qu'en contraste avec le noir, les autres couleurs ressortaient beaucoup plus. Et pour moi, c'était une manière de structurer un peu l'espace de la toile. Les toiles de Anbar côtoient celles d'éminents artistes comme Chaïbia, Rabi' ou encore Melehi. Une belle opportunité qu'offre la galerie Théma aux jeunes artistes. La galerie collabore avec des artistes confirmés depuis toujours, depuis notre création. Et notre challenge, c'est de promouvoir de nouveaux talents. Là, on a choisi Anbar El Mokri pour sa force. Et elle a une force dans le travail, elle a une créativité, il y a de l'audace. Les couleurs fétiches de Anbar El Mokri rappellent un peu l'univers de Mark Rothko, peintre expressionniste abstrait américain à qui elle voue une grande admiration. Comme lui, elle aime la liberté. Sa peinture ne ressemble à aucune autre. À présent, Samia, une nouvelle manière de travailler. Depuis le coronavirus, l'enseignement de la musique est également dispensé à distance. Et oui, Hassan, dans les écoles de musique et de danse aussi, on a dû s'adapter aux contraintes de la pandémie. Les cours sont dispensés à distance, comme vous le disiez, assurer le suivi pédagogique des élèves musiciens à distance. C'est justement le défi que doit relever l'École internationale de musique et de danse, fermée depuis mars, et qui vient de rouvrir ses portes le 28 septembre dernier à ses enseignants qui communiquent avec leurs élèves par écran interposé. Salima Bnabou les a rencontrés, on regarde. Les portes de l'École internationale de musique et de danse à Casablanca sont bien ouvertes, mais ces salles de classe ont été désertées. La pratique continue à distance par écran interposé. Je suis trop faible ici, tu fais trop... Non. Le Covid a complètement chamboulé les habitudes de Jean-Baptiste, le professeur de piano. Il a dû s'adapter à cette nouvelle manière d'enseigner. C'est très bien comme ça. Ça passe plus trop par le geste. Mais depuis le début du confinement, on va faire plutôt un travail plus théorique sur l'explication et non le geste. Donc pour nous, musiciens, c'est un peu plus compliqué, mais on a réussi à s'adapter et à vrai dire, les élèves ont très bien progressé pendant aussi le confinement. Ces cours, inédits, permettent à Aïda, 13 ans, de poursuivre son année musicale. Ça change pas tellement, juste... moi j'aime bien, mais je préfère quand même en distanciel, enfin en présentiel. La direction de l'école a dû s'adapter très rapidement, dès la fermeture en mars dernier, pour assurer la continuité pédagogique auprès de ses 1000 élèves, une organisation complexe orchestrée par Dina Ben Saïd. Tu peux pas mettre le pouce sur une touche noire. On a mis un peu de temps, trouver quelle plateforme utiliser, comment les enfants aussi peuvent s'approprier ce nouvel outil. Et puis donc, voilà, on a dû refaire tous les plannings et puis prendre le risque aussi que le professeur se déplace quelque part à la maison virtuellement chez l'élève et de perdre un peu ce contact. Puis le contact humain, c'est quand même pas le même à travers un écran, surtout pour des enfants. Mais je pense qu'il y a des choses à retenir aussi de ce qui vient de se passer. Même en danse, où les choses semblaient plus compliquées au départ, le défi est relevé avec plus ou moins de frustration. Tout est remis en question, la manière de faire, le fait de ne pas pouvoir parler de corps à corps, pas comme les yeux dans les yeux, c'est très complexe et sur lequel on doit relever le challenge parce que les enfants ont besoin de nous. L'ensemble des cours individuels sont ainsi maintenus. Pour cette école qui voulait aller davantage vers le numérique, c'est gagné. Toutes ces solutions, malgré leur utilité, ne peuvent pas remplacer un cours en présentiel. Un retour à la normale serait synonyme de soulagement pour tous.
on termine, Samia, avec votre agenda. Et cette semaine, Ihsan, on va renouer un peu avec les expositions en observant bien sûr toutes les précautions sanitaires d'usage. La Galerie 38 à Casablanca présente la Vague Blanche le 7 octobre, une exposition collective d'art contemporain. Toujours à Casablanca, Mohamed Rachidi expose le 10 octobre à la Galerie Chartres. Le Festival de la culture soufie de Fès présente une édition en ligne cette année du 17 au 26 octobre. Sur la toile, vous pouvez également suivre une vente aux enchères au profit des artistes contemporains africains le 28 octobre à 18h sur la page événements artistiques de Facebook. L'espace CDG à Rabat donne dès ce soir et jusqu'au 10 novembre carte blanche à l'artiste Yamou. Merci Samia, à la semaine prochaine pour une nouvelle chronique culturelle. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de ce journal, cette annonce qui concerne particulièrement les parents et les élèves. L'enseignement présentiel pour les familles qui ont opté pour ce mode reprendra le 5 octobre à Casablanca. Les écoles et établissements de formation pourront rouvrir leurs portes à compter de ce lundi. Le communiqué du gouvernement qui a été publié en fin d'après-midi annonce également le prolongement des mesures restrictives anti-Covid dans la métropole pour 14 jours à partir de lundi aussi. Et la reprise des études se fera dans le respect des mesures préventives décidées et en veillant au suivi continu de la situation sanitaire dans l'ensemble de ces établissements et à la prise des mesures nécessaires selon l'évolution de la situation épidémiologique. C'est la fin de cette édition. L'information se poursuit sur notre site 2m.ma et sur l'application My2M. Le prochain journal El Messaïa vous sera présenté par Zakaria Ait Abdelmjid demain à cette même place. Mehdi Soufiane, quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi si tout va bien. En attendant, portez-vous bien et excellente soirée à tous.